Attention, vous écoutez un programme audioactif. Revs up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row, and it's a good start from Dovizioso also. Not so much for Marc Marquez. Quartararo finally exits pit lane. Oh dearie me, what was he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look. He sits up Dovizioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move. Oh, Vignales and Morbidelli down. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 61 de C'est qui en pôle. On va parler évidemment du Grand Prix d'Aragon avec Pierre. Comment ça va, Pierre? Écoute, ça va super, Cyril, et toi? Beau sauveau. Et en plus, ce soir, on a une invitée de marque avec nous. Sissi, comment ça va? Ça va, de Marc Marquez surtout, Voilà, c'est plutôt ça. C'était tout l'intérêt de la chose. Voilà, moi je travaille pour worldsbk.com, mais grande fan de GP aussi et d'endurance. D'accord. Et avant toute chose, Marc Marquez et Johan Zarco, donc suite à Aragon, ça va pas trop. On va en parler. On va en parler évidemment. Voilà. Et petite précision, on enregistre donc à Manicourt, puisqu'on est en plein milieu du week-end de World Superbike, donc où je pense qu'il y aura beaucoup de publications sur C'est qui en pôle ces jours-ci. Oui. On va démarrer donc le déroulé de cet épisode 61 avec évidemment le gagnant des goodies. C'est 7,91,70 qui évidemment les a déjà reçus, puisqu'ils sont partis, on enregistre un peu tard. Et il va pouvoir crâner avec tous ces beaux goodies de Thium, PodCloud, le moniteur RD Clou et évidemment la bécannerie qui nous aide pas mal ces derniers temps, quoi. On fait gagner des belles places. Oui, il y en a qui ont gagné des places pour le bol d'or. Ouais, je veux pas dire. On va passer aux news. Donc, on commence avec le Moto E puisqu'il y a un calendrier prévisionnel pour 2020 qui a été annoncé. Donc, on retrouve 5 dates, dont une double à Misano. Donc, c'est à peu près les mêmes dates qui avaient été prévues pour la saison 2019. Ouais, c'est ça. Un peu déçu, comme on disait, qu'il n'y ait pas de date supplémentaire. Ouais, ça m'a paru un peu bizarre. Moi, j'aurais pensé à une montée en puissance, c'est-à-dire une première année pour tenter 6 dates, et puis l'année prochaine, pourquoi pas 8 ou 9. Ouais. Bon, on reste sur 6 dates. Après, vu déjà que ça a l'air un petit peu compliqué à maîtriser ces petites bêtes. Ouais. D'ailleurs, petite news de dernière minute sur le Moto E, CTG Berno a dit qu'il ne remplirait pas pour l'année prochaine. Ouais. D'accord. Bon, écoute. Un petit tour et puis s'en va. Ouais, mais c'était sympa. Ouais, c'est cool. Ce qui serait bien, c'est qu'ils allongent un peu plus les courses, parce que c'est finalement un peu assez intéressant, mais c'est court. Donc du coup, on manque un peu de... C'est dur d'accrocher vraiment. Ouais. Je trouve. Moi, j'aime bien les courses sprint, parce que voilà. C'est pareil comme celle ça va vite, ça part vite, ça fait bim bim bim, ça fait zzz, et voilà, c'est arrivé. Mais c'est comme celle de Superbike, la course sprint Superbike, je trouve ça super intéressant. Les mecs qui se donnent à fond sur 10 tours, c'est génial. C'est une autre approche. Ouais. C'est différent, ouais. On va parler des petites news. Donc en Moto 3, Denis Sonchu va encore remplacer son frère donc pour ce GP dans le team Ayo. On a Carlos Tate donc qui est vainqueur de la Red Bull Rookie Cup de cette année, qui va faire une wildcard donc sur KTM. Sur ce Grand Prix d'Aragon justement. Et en Moto 2, on va voir Marcel Schroeter qui est forfait, qui va se faire remplacer par Jesco Raffin donc pour Aragon également. On a Pasini qui s'est fracturé une vertèbre à Misano et qui est remplacé par Rouillou. Donc c'est celui qu'on voit. Ouais, c'est celui qui est ici en World Superbike. Il arrête pas, quoi. Ouais. Et on a Pawi qui a fait beaucoup de forfaits cette saison suite à une blessure, qui ne roulera pas donc sur cette fin de saison en Moto 2 et qui sera remplacé donc par Norodine jusqu'à la fin d'année. Et dans le même temps, il va être engagé donc pour 2020 en Moto 3 avec le team Petronas avec John McPhee. Donc voilà. Et la dernière petite news, c'est Jack Dixon qui est pressenti pour prendre sa place en Moto 2 pour l'année prochaine. Donc ça sera confirmé. On verra. Je te laisse les news MotoGP. Donc on a Andrea Iannone qui est déclaré fit après sa blessure à Misano, qui va pouvoir rouler à Aragon. On commence par la plus légère. La grosse news, c'est que juste après Aragon, on n'a pas eu le temps de l'enregistrer sur le Grand Prix de Misano, pardon. C'est la fin entre Zarco et KTM, quoi. C'est fini. Eh oui, c'est fini. C'est fini plus tôt que prévu. C'était prévu que ça finisse à la fin de l'année. Ça aille jusqu'à la fin d'année. Mais finalement, non. Il reste sous contrat, mais il est libre de rouler pour d'autres marques et il est payé jusqu'à la fin de l'année par KTM. C'est la conclusion d'un drama qui nous aura tenu en haleine depuis le début de l'année, quoi. Si, drama donc. Grand drame. Franchement, c'est pas une surprise qu'il soit relâché plus tôt par KTM, parce que ils vont commencer à développer vraiment la moto pour 2020.
Et bon, il voulait sûrement pas que Zarco ait des éléments à transmettre aussi. Il a de l'avenir l'année prochaine dans le paddock. Mais c'est aussi après, c'est aussi un peu une vengeance peut-être de la part de KTM parce que voilà, Zarco a décidé de jeter l'éponge et ça a dû vexer parce que ça donne pas vraiment une bonne image de leur moto pour les prochains pilotes à recruter, je pense. Oui, et puis Zarco, même s'il était franc, je pense qu'il aurait prévenu ses managers ou son équipe avant l'été, avant la pause estivale. Bon, moi, je pense que je vais partir. KTM aurait déjà eu plus de choix dans les pilotes pour le remplacement. Ouais, là, on part dans un débat un petit peu long, mais effectivement, je trouve que c'est une problématique réciproque. C'est-à-dire que assez vite, ils se sont rendus compte que ça prendrait pas. Sauf que puis ça a commencé à monter en mayonnaise des deux côtés et il a fallu attendre d'arriver vraiment au point de non-retour pour dire l'année prochaine ça va pas le faire. Et après moi l'histoire des secrets de polichinelle que peut développer KTM pour faire en sorte que son enclume avance, j'y crois pas trop. Honnêtement, j'y crois pas trop. Parce que après, si tu veux, on aurait vu des cas similaires par le passé, c'est-à-dire typiquement encore Rossi part de Ducati pour aller chez Yamaha ou n'importe qui. Hein. Oui, il termine pas ou l'année. Quand Lorenzo part chez Ducati, ok, il n'a plus les pièces de développement, il n'a plus accès au développement de l'année prochaine, ça c'est tout à fait normal. Mais au moins, on termine la saison. On termine la plutôt saison une vengeance de la part de KTM. Vengeance, je sais pas. Pas vengeance, mais effectivement, tu veux partir, tu sais quoi, pars plus vite. Parce que tous les constructeurs qui ont eu un pilote qui est parti pour une marque concurrente se sont retrouvés dans une position où, ils n'ont plus les deux motos pour développer. Ils en ont plus qu'une et ils font avec 50% ou 75% si tu as deux écuries satellites. On a parlé de l'exemple de Iannone, pas de Iannone, mais quand Crutchlow dénonce son contrat chez Ducati, il avait un 1+1 et au mois d'août ou de juillet, il dit je m'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ducati a tout transféré le développement chez Iannone puisque Iannone allait arriver l'année d'après avec Dovizioso chez l'officiel et tout se passe bien. Et Crutchlow finit sa saison avec le matériel qu'il avait en début de saison et puis voilà. Et on finit pas dans des dramas vas-y, barre-toi. Moi, c'est surtout ce point de vue-là. Alors, surtout les réactions dans les réseaux sociaux qui ont compris la réaction de KTM, qui ont dit ouais c'est normal parce que effectivement il y a du développement et tout machin, mais ça ne s'est jamais passé comme ça. Oui bien sûr, sinon la plupart des pilotes lors de la dernière année de contrat ils finiraient pas les saisons. Exactement. Lorenzo l'année dernière on savait qu'il partait de chez Ducati, c'était évident, c'était annoncé et pourtant il a fini sa saison. Alors il a pas beaucoup roulé parce qu'il était blessé, mais ça c'était autre chose, mais il a fini, il a quand même roulé à Valence avec Ducati donc oui. Tu vas au bout et puis effectivement moi c'est ça que j'ai pas compris, c'est surtout aussi le fait que les gens comprennent cette réaction qui à mon sens était ça va dans on va dire dans la droite ligne de ce que j'appelle une communication KTM, l'école KTM de communication. merci les Autrichiens. De toute façon ils amènent quoi comme développement KTM? Mais ils amènent des choses, mais ils partent de tellement loin. Il faudrait qu'ils amènent des choses simples, des suspensions en ligne, c'est un cadre aluminium double poutre. Comme tout le monde qui partent, même Ducati s'est rendu compte de ses erreurs. Donc voilà, si le secret de KTM c'est d'avoir un cadre tubulaire en acier avec des fourches pourries, c'est un beau secret quoi. Ça m'a gavé. Non, moi ça m'a gavé, franchement. Ouais. Après on a vu ce qui s'est passé avec Paul à Aragon. Alors après ça c'est le deuxième effet qui se coule quoi. C'est quand tu prends une décision comme ça. Après moi elle me plaît pas mais donc ça on a un peu rien à foutre mais il faut au moins en évaluer les conséquences. C'est-à-dire quand tu dis Zarco ne roule plus pour nous pour la fin de saison et que tu dis on fait rouler Kallio, bon ça c'est un état de fait, c'est une décision mais après faut évaluer les conséquences, c'est-à-dire après dans le vivier t'as plus personne, plus personne et là Espargaro se blesse. On le verra plus tard. Qui va le remplacer? Le mec qui va rouler sous infiltration. Mort vivant, ça c'est. Bon, du coup, ils sont passés de 50% potentiel de développement à 0. Donc c'est vachement intéressant. Sinon, ils auront Kallio. Ouais. Après, Kallio est pas aussi rapide. Kallio, il fait 15e. Paul Espargaro. Ah non, loin de là. C'est mon coup de gueule. Merde. C'est bien noté. Une petite news diverse, donc c'est officiellement officiel que Bautista se sépare de Ducati, ça on le savait, mais surtout qu'il signe du coup chez Honda. Il y avait du suspense donc pour 2020 sur la toute nouvelle Superbike que tout le monde attend, qui paraît qu'elle va être géniale et elle va gagner des courses et tout.
Bah ouais, mais on peut continuer dans le drama aussi, puisqu'il y a eu une communication, c'était beau aujourd'hui quand même. Ah oui. C'était chouette. Bah en fait, pour le drama, donc Bautista hier, il est interviewé, donc il dit qu'il n'a pas re-signé chez Ducati. C'est pas une question d'argent, c'est juste parce que le projet Ducati n'était pas assez intéressant et que grosso modo Honda ils avaient un projet plus intéressant, que Ducati livrait pas toujours les pièces, des nouvelles pièces pour faire évoluer la moto, tout ça. Bon bref, c'était son opinion, c'était son avis. Et apparemment, ça n'a pas du tout plu au PDG de Ducati, qui s'en est mêlé à travers un tweet assassin ce matin pour dire grosso modo qu'ils avaient fait une offre à 6-0 à Bautista. Et on parle pas de tennis, on est d'accord. Ouais, 6-0 sur 2 ans et que du coup, il avait une offre meilleure de Honda et que c'était juste ça, que c'était juste financier et qu'il y avait rien d'autre et que la vie est faite de choix. Mais voilà, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on dit ? Grosse ambiance. Peut-être que moi je pense plus que Dominicali a raison. À mon sens. Après, j'ai aucune idée de ce qui peut se passer dans le box, mais il devait, à mon avis, en avoir marre d'entendre ça. Il a fait traîner Bautista. Il a fait traîner depuis un petit moment que Ducati disait on a fait l'offre, et il ne répond pas. Ils avaient fait l'offre en juin déjà. En juin, voilà. Et à mon avis, c'est juste qu'il a eu du mal à assumer de partir pour l'argent. Et puis après, est-ce que le projet est vraiment si bien ? Ça, on le verra l'année prochaine. Parce que, après tout, il est arrivé sur Ducati cette année. La Ducati était géniale. Lui, il est doué. Et jusqu'à un certain point, il s'est régalé. Il a enchaîné les victoires. Alors que là, la Honda, pour le moment, c'est des plans. Après, les plans peuvent être bons, je critique pas. Mais je trouve que la prise de risque... Après, c'est bien de prendre des risques, surtout quand il y a plein de zéros. C'est ça. Bah quoi ? C'est les meilleurs risques à prendre. Bah oui. Non, mais voilà, comment dire ? Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est surtout que Ducati n'est pas signé d'entrée de jeu pour 2 ans. Ça, quand le gars, tu dis, je te prends pour 1 an sur une moto neuve, sur un projet qui démarre en Mondial Superbike, quand le gars arrive et dit, on va peut-être parler renouvellement, t'as pas signé 2 ans ? Non. Ça me paraît un peu bizarre. Moi, ce que j'ai noté, alors là, c'est de la spéculation, c'est dans mon esprit, c'est que, effectivement, Petrucci est arrivé, il avait dans le team officiel Ducati MotoGP, il avait qu'1 an de contrat. Et Bautista, du coup, n'avait plus de siège en MotoGP, il est parti en Superbike avec la marque. Je sais pas si il y a eu, on parle pas de promesse, mais une idée qu'on lui a dit, tiens, si t'es performant en Superbike, t'auras ta chance pour revenir dans le team officiel MotoGP l'année prochaine. Et si tu remarques ses performances à Alvaro, dès que Petrucci a été re-signé en MotoGP, ça s'est vachement vite dégradé. Non mais voilà, je veux pas dire qu'il le fait exprès, il le fait pas du tout exprès, mais je veux dire ça va peut-être ça a peut-être une incidence. Et pour lui, il était peut-être persuadé que effectivement, il avait des résultats excellents en début de saison, que la place était pour lui. Ouais, c'est possible. Mais bon. On saura jamais. Non, ou alors dans longtemps. On lui posera la question demain, on lui a demandé une interview à Alvaro. Je suis pas sûr qu'il dise oui. On va revenir à nos moutons, c'est-à-dire à Aragon. On va parler évidemment du Moto 3 avec Foggia, Canet, Tate et Vietti qui passent en Q2 et c'est Canet donc qui claque la pole devant Ogura et Tate. Quand même Tate, belle performance pour un mec qui vient de la Red Bull Rookie Cup, qui profite très bien de sa wildcard pour se montrer. Et en deuxième ligne, on a Kornfeld, Vietti et Lopez. On a Arbolino, Suzuki et McPhee sur la troisième ligne. Pour parler de la course, ça part bien pour Canet qui emmène Lopez, Ogura et Kornfeld dans sa roue. On a Mazia qui chute très tôt et se retrouve debout sur la piste au milieu de peloton. Donc là, c'était une image assez effrayante. Comme des évitements qui sortent de nulle part. Voilà, c'est incroyable ce qu'ils font. Des beaux réflexes en tout cas. Et on a Ramirez qui chute à son tour pendant que Canet va se détacher en tête. On a Canet qui va recevoir un avertissement pour dépassement de limite de piste. Donc derrière, le peloton reste très étiré. Ça offre quand même des belles passes d'armes. C'était assez sympa. Et à 4 tours de l'arrivée, on a 2 Japonais qui mènent le groupe, donc Ogura et Suzuki. Et le groupe s'est réduit à 6-8 pilotes. Donc les hostilités vont pouvoir commencer pour jouer le podium. On a McPhee, Lopez et Foggia qui se montrent pressants pour se faire une place sur la boîte, justement. Et on a Canet qui termine sa balade, alors que derrière, ça sort les coudes et ça se joue dans le dernier secteur. Et c'est Ogura qui va prendre la 2 devant Foggia. On a McPhee qui fait 4, Lopez 5, Suzuki 6, Garcia 7, Arenas 8 et Rodrigo 9. Cette course, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous l'avez vue ? Alors, je l'ai vue et honnêtement, la Moto 3 était un peu en deçà de ce qu'elle est d'habitude, j'ai trouvé. Il y a eu quelques dépassements, mais c'est vrai qu'on est souvent
Le seul moment où j'ai un peu crié, c'est quand Mazia s'est retrouvé au milieu de la piste. Là, honnêtement, ils ont des réflexes, c'est des ninjas, les mecs, quoi. C'est ouf, hein. Tu dis, il y en a au moins 10 qui peuvent lui rouler dessus. Il est debout au milieu. Non, toi, tu vas traverser la route, tu vas te prendre 3 voitures. Mais non, sinon, un peu Canet assez dominant. Mais grosse domination. Ouais, mais il est souvent en Espagne, sur les pistes espagnoles. C'est là où il performe le plus. Après, à voir s'il va pouvoir continuer en Outre-mer, parce que Outre-mer, je crois que c'est justement là où c'est plus compliqué pour lui. Donc, est-ce que le titre, ça va pas un peu chambouler tout ça? Ouais, on va voir. Ouais, encore. Il reste quoi? Il reste 4 courses? Non, 5 courses. Ouais. 4 Outre-mer plus Valence. On va parler de la course Moto 2 avec Di Gianantonio, Locatelli, Bezzecchi et Chantra qui passent en Q2. Et c'est une séance qui va être dominée donc par Alex Marquez qui va signer la pole devant Fernandez et Binder. On a Marini, Lutti et Navarro en deuxième ligne et Vierre, Boulega et Loves en troisième ligne. En course, on va avoir Binder et Marini qui vont griller la politesse à Marquez et qui vont mener la meute sur les premiers tours. On a Fernandez qui va chuter dans les premiers virages. Bon, il peut reprendre la course, mais forcément, ça compromet les chances de bons résultats. On a Binder qui se détache. Et derrière, c'est un groupe de 4 pilotes qui est composé de Marquez, Marini, Lutti et Navarro. Marquez va passer Marini pour la 2. On a Navarro qui va pousser pour lui, prendre la 3. Mais l'Italien tient bon, on va dire. Et c'est Navarro qui va décrocher du groupe. Et l'Italien va reprendre la 2 à quelques tours et Navarro va le passer. Alors, Navarro presse Marquez pour la 2 et va le passer donc à 3 tours de l'arrivée. On a Navarro qui va être un petit peu court pour reprendre Binder, qui va s'imposer, on va dire, assez logiquement. Il a dominé toute la course. Marquez fait 3, Marini fait 4, Loves fait 5, Lutti fait 6. Et Lecuona 7, Baldassari 8 et Martin 9. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette course? Bah déjà, bravo à Loves parce qu'il a passé le drapeau à damier. Oh putain, donc... c'est beau. Et en plus, c'est 5e, c'est pas mal. Bah franchement, ouais, super. Et après, Binder, moi j'aime beaucoup ce pilote et au début de l'année, c'était vraiment mal embarqué. Donc là, ces derniers temps, ça va un peu mieux et ça fait quoi? C'est pas la deuxième qui gagne cette année? Si. Je crois, ouais, c'est ça, de victoire. Ouais, Binder, donc, il avait gagné à la maison en Autriche, enfin pas sa maison à lui, mais celle de KTM. Et du coup, et puis Marquez, toujours en tête du championnat, donc c'est bien, il va enfin être titré peut-être. Il faudrait, hein, ce serait bien pour lui. Non, mais cette année, il le mérite. Il est constant, il chute beaucoup moins, et là, ce serait vraiment mérité. On était très moqueur sur lui quand il chutait sans arrêt, mais Alex Marquez, très très performant. Moi, c'est une course typique Moto 2, pas trop de chamaillerie, Binder qui arrive à se détacher. Bon, voilà, c'est toujours intéressant à voir. Et c'était, de toute façon, les courses ce week-end, elles étaient pas folles, hein. Ah, c'était pas ouf. Hein. Non, c'était tristouné à Aragon. Ouais. Vraiment. Ouais. Pourtant, c'est un beau circuit. Mais oui. Tu nous parles MotoGP, Pierre? Ouais, donc on va juste parler de la FP4 pour dire on a un peu parlé tout à l'heure que Pol Espargaro chute et se fracture le radius. Donc il est out pour le week-end et il est parti se faire poser une plaque en titane pour consolider sa fracture et est déjà de retour en Thaïlande. Donc on espère pour lui qu'il sera là et puis en tout cas même s'il sera là, ça va être difficile de faire des résultats. On sait que c'est compliqué. Bonne tournée Outre-mer, jeune homme. Ouais. Donc en Q1, on a Morbidelli et Iannone qui sortent de la Q1, alors que étrangement Rins et Petrucci se font piéger. C'est pas forcément ceux qu'on a l'habitude de voir. Marquez vient signer une pole implacable avec plus de 300 millièmes d'avance sur Quartararo, qui reste bluffant de constance, et Viñales. Donc Miller partira 4, Alex Espargaro 5 et Rossi 6. Crutchlow 7, Morbidelli 8 et Mir 9. Devine pourra partir que de la 10e place, donc un peu loin. Bon, on verra qui s'en sort bien. Donc pour la course, Marquez part en tête, on le reverra plus. Miller, malgré tout, au début, il est dans sa roue, il tente de s'accrocher, mais il devra rendre les armes rapidement et suivre un autre rythme. Donc derrière, c'est Quartararo qui tient à distance Viñales, pas pour longtemps car celui-ci va revenir et le dépasser au 4e tour. Donc Viñales reprend également Miller au 7e tour et semble un temps revenir un peu sur Marquez avant que celui-ci mette un coup de collier et se débrouille pour maintenir un écart suffisant en tête de course. Dovi, donc parti 10e, va remonter tout le monde, donc il est 7e au premier tour, 5e quand il réussit à passer Rossi et Aleix Espargaro dans la foulée. Aleix qui fait d'ailleurs une très bonne course puisqu'il va réussir à ne pas se faire manger par Rossi et le bouchonner même presque un peu. Donc Dovi, lui, ne s'arrête pas là, il remonte ensuite sur Quartararo, Miller, et en fait,
à 3 tours de la fin, il se fait Vignales, qui lui n'avait plus de pneus arrière. Donc Miller en profite et se fait aussi Vignales, lui, dans le dernier tour. Donc Marquez gagne dans un canapé devant Dovi et Miller. Vignales 4, Quartararo 5, Crutchlow 6, Alex Espargaro 7, Rossi 8, Rins qui a shooté Morbidelli, je l'ai pas dit, en début de course finit 9, non 8, je me suis trompé, 9. Et donc Nakagami, ensuite Iannone qui a fait une bonne course, finit 11e, même si un temps il était dans le top 10, et Petrucci finit 2e. Voilà pour les plus gros, quoi. Tu veux parler de l'attentat de Rins Ouais, carrément, c'était à la Iannone. Ça passait pas. Hein. Ça passait pas du tout. Les deux se retrouvent en mauvaise position, sauf qu'il y a que Morbidelli qui chute. Rins, il se retrouve, il a la chance de pas chuter, de pouvoir continuer. Mais ouais, ça aurait même dû être sanctionné, peut-être, non? Bah, il a pris le long lap, penalty. Ah oui. Ouais. Ça n'a rien fait du tout. Hein. Il a pas perdu une place ni rien. Après, je sais pas. Je pense Rins, il est. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il part un peu loin, qu'il a un petit raté, qu'il se retrouve dans le paquet vers 10, 12 places, et ben il arrive plus à gérer ses adversaires. Souvent, il accroche. Alors pas à la Marquez qui remonte du fond de grille comme un fou, mais il a du mal à estimer, parce que là, quand on le voit plonger, je veux dire, au moment où il prend la décision, même nous, on l'anticipe, on se dit, mais non, il va pas le faire. Et ben si, il l'a fait. Donc ouais. Par contre, des beaux résultats de la part, par contre, de Espargaro et Iannone, parce que Iannone, je me souviens pas l'avoir vu cette saison. Non. Et là, il finit 10 ou 11. Il finit 11, ouais. 11, alors, donc, un temps, il était dans le top 10, non, mais son meilleur résultat, je crois, cette saison. Ouais, c'est pas mal du tout. Bah, pour Aprilia, c'est une très bonne course. Après, déjà, l'année dernière, Alex Espargaro avait fait un bon résultat ici, à Aragon. Donc, bon, on va dire que c'est bien pour eux, mais il faut aussi qu'ils performent sur d'autres types de circuits. Parce qu'il n'y a pas que des Aragon au calendrier, quoi. C'est ça. Bah, oui, bref, c'est la régularité, donc ça commence par là. Il va falloir les enchaîner, mais ça va être compliqué, mais faut bien commencer un jour. Oui. On parle de la domination de Marquez, tu veux en parler, Sissi ? Oui, bah, Marquez, même moi qui suis extrêmement fan, bah, par moments ça m'embête un petit peu quand même, parce que franchement, quand j'ai beau aimer Marquez, j'aime aussi le MotoGP, et bah, quand il part, alors c'est formidable, mais si ça se bat pas un peu derrière, au moins pour le podium, c'est vrai qu'il y a moins d'intérêt le dimanche, quoi. Ouais. C'est compliqué. Et puis alors, pour ceux qui sont pas fans de Marquez, j'imagine même pas. Ça doit être vraiment difficile. Non. Moi si tu veux, ce qui me choque, ça me choque pas tout à fait, mais quand tu regardes une course comme ça, bah tu vois qu'il pousse au début pour creuser l'écart, mais que après, il relâche la pression, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a aucune raison de se faire du mal sans aucune voilà. Ce qui fait qu'au bout du compte, tu sais pas où est sa limite. Et tu sais pas si demain un mec réussit à l'accrocher sur 4 tours, combien de tours il peut réussir à enquiller comme ça à un rythme beaucoup plus élevé que les autres. C'est-à-dire que là, il domine largement, mais il est même pas inquiété, donc on ne sait même pas où est s'il a du gap ou pas. Ouais. Parce que là, il a mis tout de suite tout le monde d'accord, on le reverra plus. Et dès la FP1, c'était écrit. La FP1, c'était une catastrophe, quoi. Tu regardes la feuille des temps, tu dis... C'est honteux. C'est honteux qu'il n'y ait pas de... C'est pas honteux. Un peu quand même, parce que on s'attend à vraiment de la compétition. Et ces 2 dernières années, il y avait les Ducats, la Ducat de Dovi, même Lorenzo. Voilà. Ouais, t'es pas là tout le temps. Mais là, il y avait quand même... même si on a su assez rapidement que Marquez allait être titré, mais il y avait de la résistance. Là, franchement, Yamaha, ils sont à la rue depuis un moment. Ducat, ils ont un peu perdu. Enfin, il y a quelque chose qui a changé. Surtout qu'ils ont moins progressé que la Honda, la Ducati. Ouais. C'est surtout ça, je pense. Voilà, c'est vrai que la Honda a donné un gros coup de collier. Mais après, l'Asus, donc Rins qui pointe bien, mais c'est encore pas. Voilà, c'est encore pas assez. Donc au final, si l'année prochaine c'est pareil, ça va être une longue année encore. Bon, ça va être une année comme les autres où on dira que Marquez domine. Oui, non, c'est pareil. Comme tu disais, moi je suis pas fan de Marquez, mais dans le sens vraiment être fan. Tu vois. C'est un pilote que je trouve extraordinaire. Il est en train de marquer une génération de MotoGP. Et ce qu'il fait, c'est incroyable. Après, c'est ça que je respecte chez lui. Mais moi, je supporte Dovi et puis c'est tout. Mais c'est différent. Et je suis pas un haters de Marquez. C'est juste mais c'est un pilote incroyable. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois qu'il y a une très forte domination et tu vois surtout qu'il y a un attelage pilote moto
qui fonctionne à merveille. Après, il a un style de pilotage qui est le sien, mais le fait est qu'ils ont réussi à optimiser l'un et l'autre, c'est-à-dire le constructeur et lui en tant que pilote, le mode de fonctionnement. L'année dernière, il chutait encore beaucoup. Il y avait des risques de blessures quand même assez graves, donc il avait besoin de se mettre à l'abri, parce qu'on en a parlé beaucoup en début de saison, en disant quand même son épaule, ça peut l'emmerder. Vachement, ouais. On a vu des Qatar. Vachement emmerdé. Non mais ouais, vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur cette année 2019, il y a quand même une mise en sécurité du pilote qui est monstrueuse, quoi. Ouais. Et là, il arrive à une marge de sécurité qui est stratosphérique. Quand on regarde un peu ce type de package pilote, moi, la comparaison que je peux faire, c'est Stoner avec la Ducati en 2007. Ouais, mais ouais, c'est ça. Il y a que lui. Oui, mais il y a que lui qui arrivait à conduire cette machine. Oui, mais sauf qu'à l'époque, Bridge faisait des pneus pour la Ducati. Donc c'était un petit peu différent, dans le sens où, après, je dis pas que c'est différent. C'est un package technique. Mais ouais, mais t'avais une troisième inconnue qui était le pneu, t'avais le pilote, la moto et le pneu. Cette année, les pneus, tout le monde a les mêmes. Donc faut adapter la moto aux pneus. À l'époque, Bridge, il faisait des pneus pour la Ducati, quoi. C'était comme ça. Après, c'était la donnée du moment aussi, mais c'est vrai que s'il y avait la domination, ça dure depuis un bon moment quand même, depuis qu'il est arrivé en 2013. Alors quand même, je voulais qu'on parle des Ducati. Ouais. Bien placé, mais quand même Petrucci toujours dans le dur. Bien placé en course, oui. Oui. Encore que Petrucci, 12e, non. Mais Miller et Dovi, voilà, ils arrivent à bien se placer. Non, c'était une catastrophe dès le début du week-end. Hein. Ça s'est vu, les FP, tout ça, c'était pas ça. Et je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que la moto, elle se dérègle un petit peu là, ou la machine. Et Dovi complètement résigné en interview. C'est hors de sa place de vice-champion est presque assurée. Oui. Et il est résigné à pas gagner cette année encore une fois. Et puis, c'est hallucinant de voir ça de la part d'un pilote, quoi, qui joue le titre depuis 3 ans. De se résigner à 5 courses de la fin, quoi. Oui, mais quand tu vois déjà nous le sentiment qu'on a juste en étant spectateur, j'ose même pas imaginer son sentiment en tant que compétiteur et acteur de la compétition, quoi. Parce qu'en début de saison, surtout en fin de saison dernière aussi, la Ducati avance quand même régulièrement dans les performances. Lui aussi en tant que pilote, je trouve qu'il a énormément progressé depuis son arrivée chez Ducati. Et c'est vrai que quand tu tombes dans un week-end comme Aragon, là, où dès la FP1, tu te dis on vivement dimanche soir, quoi. C'est ça. Tu te dis oui, je cours pour la 2, quoi. Et pour un pilote, je pense comme lui qui joue le titre quand il s'aligne au mois de mars au Qatar, c'est compliqué, quoi. J'ose même pas imaginer comment c'est compliqué pour les autres, quoi. Parce qu'ils jouent même pas la 2, mais ouais, voilà, quoi. Ouais, moi ce qui m'intrigue, c'est Petrucci quand même, parce que tant qu'il était chez Pramac l'année dernière, donc il a réussi des podiums, mais il n'avait pas gagné de course. Il arrive sur la Ducati officielle, il gagne, et puis plus rien. Ça a été fini. Alors, il a même plus fait de podium, je crois, après sa victoire. Non. Donc. C'était même difficile d'accrocher les top 5. Hein. C'est pour ça, franchement, je me demande vraiment ce qui se passe, parce que Dovi, même s'il a des petits... Même l'année dernière, il y avait des circuits où il était un peu en retrait, mais il est toujours deuxième, comme il était il y a 1 an, il y a 2 ans. Mais par contre, Petrucci, il a réussi à gagner, donc à se dire, voilà, il va être comme Dovi, il va jouer bien devant, 3e au championnat. Mais par contre, là, plus l'année passe, c'est pareil, une fois qu'il a re-signé... C'est un peu les signatures chez Ducati cette année. Et après coup, on était content. Ouais, Petrucci qui signe, il fait de meilleures performances que Miller, on est content. Sauf que Miller se montre plus régulier, du coup. C'est vrai. Même s'il a chuté en début de saison plusieurs fois, là, il est plus régulier. Et... Bon, c'est le jeu, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Est-ce que c'est pas les autres motos, notamment les Yamaha, qui ont progressé un peu, et du coup, il est plus en difficulté face à les Yamaha, et il était moins bon? Là, voilà, s'il était en difficulté avec les Yamaha, il ferait 6. Là, il fait 12. Donc ouais, non, ce week-end, c'est vraiment particulier. Aragon, c'était particulier, c'est vrai. Il était particulièrement loin dans le classement. Ouais. Mais les Yamaha, elles ont avancé. Oui, quand même. Ouais. Non, oui. Il y a un petit gap de combler, mais c'est quand même pas encore la folie, quoi. On parle du coéquipier de Marc, du coup, cette carte. Lorenzo, 20e, avant-dernier, 46 secondes après donc le premier. C'est pas une place pour lui, vraiment.
Lorenzo, bon, je sais qu'il a un ego énorme, mais c'est un champion du monde. Triple champion du monde MotoGP, le seul qui a battu Marc Marquez. Voilà. Non, mais voilà, faut rappeler ce palmarès. Bon, il est toujours blessé, c'est compliqué avec lui. On sait pas ce qui est dû à la machine, on sait pas ce qui est dû à ses blessures. C'est vraiment difficile de jauger à ça. Maintenant, même blessé, 20e, c'est hors de question pour lui. Enfin, moi, ça me choque. Derrière Abraham. Ça te fait rire. Oui, Abraham, c'est la référence. Quand tu finis derrière Abraham, ça fait mal. Non, Lorenzo, beaucoup de rumeurs dans les paddocks aussi, c'est la peur qu'il ait, parce que la blessure, que ce soit plus psychologique que physique maintenant, parce qu'il dit qu'il a mal au dos peut-être pour éviter d'avouer, mais beaucoup de gens qui fréquentent un peu le paddock ont laissé entendre que vraiment c'est la peur qu'il... De se reblesser, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça entretient encore les rumeurs de est-ce qu'il va passer l'année prochaine avec Honda, ou est-ce que la peur va mettre un terme un peu plus tôt. Après, oui, il y a un retour. Enfin, c'est quand même un pilote, quand il est arrivé en MotoGP, il s'est quand même énormément blessé. Enfin, il est arrivé jeune, il s'est pris des grosses chutes. Il est revenu. C'est un pilote pareil, quand il se fracture la clavicule à Assen, il revient. C'est quand même un mec qui a montré que quand il voulait revenir, quand il voulait réussir, enfin, notamment l'année dernière chez Ducati, c'était super mal embarqué. Et il a quand même réussi à gagner des courses et à se remettre, voilà. Ouais, mais la première année, quand on dit Lorenzo, il est pas bon avec la Ducati, c'est pire place. Enfin, régulièrement, il fait des top 8, top 6, quoi. Il fait pas des performances comme ça. C'est là où je veux arriver, c'est que chez Ducati, c'était compliqué, mais il était encore là et il a réussi à montrer que, voilà, bon, les gars, vous m'avez enterré un peu vite. J'ai réussi à gagner des courses et bon, ils l'ont peut-être pas prolongé assez vite ou je sais pas. Enfin, c'est de la littérature, mais il a montré que quand il voulait, il pouvait. Il lui fallait peut-être un petit peu de temps chez Ducati, mais il a réussi à se mettre en route. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y arrivera pas. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que là, il y a quelque chose qui s'est cassé. Je pense que c'est dans la tête aussi. Après, parce que c'est compliqué. Après s'être blessé à Assen quand il s'était fait la clavicule, il est revenu juste le dimanche. Le dimanche. Mais à l'époque, déjà, il était plus jeune. Mais après, il le disait dans, je sais plus quel film, Eating the Apex, je crois, à un moment, on l'entend, où il dit que au fil des années, il est devenu plus prudent. Ouais. Mais là, maintenant, il a encore vieilli depuis cette époque-là. Et maintenant, c'est la peur. Quand on est jeune, on a peur de rien. Il n'y a qu'à voir Marquez quand il avait, même encore il y a 2-3 ans, il chutait. Il disait, tant pis, je chute, j'essaye. Après, passé cet âge-là, on devient prudent. Parce qu'on sait que on peut se faire très mal. Et quand on arrive en fin de carrière, on a peur. Ouais, et puis surtout, sa dernière grosse blessure, c'était la colonne, quoi. Et ça a moyen d'impressionner quand le médecin dit « Ouh, ça, tu marchais plus. Ça doit être dur. » On parle d'Oliveira, meilleur KTM. Une nouvelle fois. Bon, on sait que Paul aurait pu être performant en dehors de sa blessure parce qu'il a fait des bons essais libres 1 et 2. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, Oliveira, il est constant dans sa progression avec cette moto en tant que rookie. Il me semble qu'il finit devant Bagnaia qui a plutôt une moto réputée être bonne. Donc je crois qu'il finit 16e Bagnaia. Donc pour moi Oliveira c'est clairement le pilote sur lequel doit miser KTM en fin de saison et l'année prochaine parce qu'il même si c'est pas une très très bonne moto pour jouer le titre, c'est en tout cas il a pris la mesure de cette moto je pense et il va encore progresser avec. Le Paul Espargaro de 2022. Non, parce que pour moi, il a une aura de sympathique que n'a pas Paul à mes yeux. Mais ça, c'est personnel. C'est pas faux. Est-ce que ça vient du fait qu'il soit portugais? Je ne sais pas. Non, même pas. C'est je sais pas. Les frères Espargaro, j'ai du mal de manière générale. Peut-être parce qu'il est chez Tech 3 en ce moment. Même pas. Non, c'est parce que moi, je l'ai vu en Moto 2 l'année dernière, surtout, et je pense que. Ouais, c'était un super bon pilote. Ouais, super bon pilote. Très, très belle chose. Après, ça prouve aussi que Tech 3 réussit quand même à, je pense, tirer le meilleur parti de son matériel. Ils l'ont montré par le passé avec Paul Espargaro quand même. Ils avaient fait de belles choses avec Crutchlow aussi, avec Zarco, c'était très très bien aussi ce qu'ils arrivaient à faire avec le package Yamaha. Et là, ce qu'ils arrivent à faire avec le package KTM, c'est très bien, quoi. Ils réussissent avec un environnement satellite à être quasiment aussi performant que les pilotes usines. Donc c'est toujours chouette à signaler, quoi. Un avis, Sissi? Moi, Oliveira, j'aime beaucoup.
Et je pense que c'est dommage qu'il soit passé à côté des titres Moto 3 et Moto 2 à chaque fois, parce que franchement, c'était à rien du tout. Et après, c'est dur de s'imaginer la KTM performer un jour, tellement c'est la galère actuellement. Elle est loin, oui. Mais s'il pouvait passer sur une autre moto, ou alors s'il y avait un gros développement rapidement chez KTM, je pense qu'il pourrait vraiment se battre pour les podiums sans souci. Je trouve que c'est vraiment un bon pilote. Après, il est jeune, il y a du potentiel. Et puis KTM, même si maintenant on a des a priori parce que voilà, il y a l'histoire Zarco et tout, ça reste un team qui met des moyens énormes. Juste des yeux, hein. Non, mais ça reste un team qui met des moyens énormes. J'ai pas de doute que déjà cette année il risque de faire mieux qu'Aprilia. Et voilà, il y a des moyens. Donc la moto va forcément évoluer et peut-être faire des top 10 régulièrement dès l'année prochaine, je sais pas. C'est dur en fait à s'imaginer, à les imaginer y arriver, mais pourvu pour Miguel Oliveira, pourvu que oui. Bon, on va parler Rookies Cup du coup. En Rookies Cup, donc il y avait 2 courses de clôture à Aragon ce week-end. Donc on sait que Tate a d'ores et déjà vainqueur. Lui est passé en wildcard Moto 3. Donc la place de vice-champion, elle n'était pas jouée. Donc en course 1, c'est l'Australien Billy Van Aert qui l'emporte devant le Japonais Haruki Noguchi et l'Espagnol Alex Escrig. Félon finit 6ème, Planck 8 et Rouget ne finira pas la course. Et en course 2, du coup, cette fois, c'est David Salvador qui gagne devant Van Aert et Marcos Uriarte. Félon fera 4 sur cette course, Planck 14e et Rouget 21e. Donc au championnat, donc Tate champion, Pedro Acosta finit 2 et Noguchi finit 3. Lorenzo Félon finit 5 comme son numéro. Donc il faudrait qu'il prenne le numéro 1 pour gagner, je crois. Qu'est-ce que j'ai? Gamin Planck finit. Droit, hein. Je te rappelle. Gamin Planck finit 15e et Clément Rouget finit 18e de ces petites Rookies Cup. Voilà pour les Français. Point championnat? Bah ouais, puis un point championnat du coup, donc avec en Moto 3 Dalla Porta en tête 184 points devant Canet 182 et Arbolino 3e avec 155. En Moto 2, on a Marquez, Alex, avec 213 points, devant Navarro 175 et Fernandez 171. Et en Moto GP, Marquez du coup, avec 300 points en tête devant Dovizioso 202 et Rins 3e qui chip la 3e place du podium à Petrucci avec 156 points. Au championnat, on a quand même aussi Quartararo qui est 7e, premier rookie avec 123 points, donc je pense que là... ça va aller. Ouais, ça va aller. Tranquille. Et premier indé quand même devant Miller. Donc ça c'est un point qui est intéressant. On a Zarco 18e avec 27 points et Sylvain Guintoli 23e avec 7 points. Ouais, faut dire il est classé quand même Guintoli. Mais bien marqué sûr des il points. est classé parce qu'il a fait plein de belles courses avec Suzuki. Ouais. Je te laisse parler de tout ce qui s'est passé hors GP. Donc hors GP, ouais, on va commencer par l'endurance vu que l'endurance 2019-2020 a commencé le championnat. Donc on sait que il y a toujours le bol d'or qui commence la saison fin septembre. Donc c'était un sacré week-end de course, pas forcément sur la piste malheureusement, mais parce qu'il y a eu plein de rebondissements durant le week-end. Donc après les qualifications, le vendredi sous le soleil, c'est le Yacht de base Fritz et Canepa qui signent une pole record. Après 3 heures de course, on a 4 équipes qui se tiennent en moins de 11 secondes. Donc malheureusement les conditions météo vont interrompre à ce moment-là la course. Il pleuvait beaucoup et la reprise de la course n'aura lieu que le lendemain. Donc maintenant le dimanche 3 heures seulement après la reprise, donc coup de théâtre, la Honda FCC TSR casse le moteur. Et c'est Erwan Nigon pour la SRC Kawasaki qui était juste derrière avec Loris Bass pour le Yacht qui vont chuter parce qu'ils se prennent de l'huile plein le carénage et plein le pneu. Donc les 2 motos prennent feu immédiatement après la chute en heurtant les barrières de sécurité et Nigon il a failli se prendre la moto de base quoi. Ouais. Il a fallu c'était vraiment chaud. Donc à ce moment-là, on a un drapeau rouge. Donc à la reprise, c'est la Suzuki du CERT qui profite de l'abandon de ses concurrents directs et qui va s'imposer pour ce 83e bol d'or. Deuxième, la Yamaha du team Wojcik Racing Team. Voilà. Il y a Axel Morin dedans, voilà, donc on peut le citer. Et troisième, le team BMW avec Kenny Forest cette année. Donc le vrai team troisième qui a fini, c'était le ERC de BMW avec Mathieu Ginès, Louis Rossi et Julien D'Agosta, mais ils ont été disqualifiés pour un problème de réservoir non conforme. Donc c'est le team de Kenny Forêt BMW qui prend la 3e place. Donc à noter que c'était aussi le premier engagement pour une Ducati V4R en endurance.
C'est sûr qu'il y a eu des spéculations sur le nombre de tours qu'elle a réalisé cette moto. C'est ça, donc elle a pas fini la course. Officiellement, après 17h49 de course, même si on sait qu'il y a eu une interruption, donc elle a moins roulé. Heureusement qu'il y a eu la pluie. Hein. Et surtout 184 tours. Non, mais c'était une première parce qu'on sait que le team officiel voudrait a des plans pour engager un team officiel en endurance. Donc là, il y avait un ingénieur Ducati pour prendre des données dans le team. Donc, je vais pas vous refaire le classement vu que c'est le même que les arrivées. Donc prochaine course, c'est pour la toute nouvelle course des 8 heures de Sepang, 14 et 15 décembre. Hâte de voir ça parce que nouvelle course. Ouais, hâte de voir déjà qui va être engagé parce que ça a l'air d'être entre guillemets un petit Suzuka bis qu'ils sont en train de nous faire. Donc ça va être assez, je pense que ça va être assez one again. En plus c'est en intersaison, donc tout le monde va être dispo. Tout le monde va se dire putain, j'ai pas roulé depuis un mois, j'ai envie d'y aller. Je pense que ça va être une belle fête du slip aussi quoi. À voir. Je sais pas, franchement, j'ai hâte de voir ça. Déjà, ça rajoute une course, c'est sympa parce que sinon, commencer au Bol d'Or en septembre et devoir attendre, Le Mans. je sais pas combien de temps, voilà, c'est un peu dommage. Mais après, j'espère que moi, je soutiens la TSR Honda France, la FCC, donc j'espère qu'ils vont pouvoir rattraper un peu leur drame du Bol d'Or, malheureusement cette année. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Rien d'autre? Bah si quand même. On va parler du championnat italien. Évidemment. Sakura Mugello en plus. Voilà. Donc on a Michele Pirro qui remporte en course 1 et qui finit 2 en course 2. Donc c'est Lorenzo Savadori qui remporte en course 2. Donc avec d'ores et déjà 235 points en tête du classement. Pirro est titré avant la dernière manche du championnat qui aura lieu le 6 octobre à Vallelunga. C'est où ça? En Italie. Et en British Superbike, donc on a Scott Redding qui gagne en course 1 devant Josh Brook et Jason O'Halloran. Et il remet ça aussi en course 2 devant Tommy Bridewell et Danny Buchan. Donc il se réempare de la tête du championnat alors qu'il reste 5 courses. C'est très serré devant. Il a 14 points d'avance sur son coéquipier. Donc le prochain round, ce sera Donington Park le week-end prochain. Hâte de voir ce que va faire Scott. Est-ce qu'il va remporter ce championnat pour la première année où il roule depuis son retour ou pas? On verra. On verra bien. Si. Donc Il va arriver en Superbike l'année prochaine aussi, à la place de Bautista. Ouais. Donc là, ça va être très très intéressant parce que en MotoGP, c'était pas ça sur la fin. British Superbike qui cartonne. Alors du coup, à mi-chemin entre les deux, qu'est-ce que ça va donner? On s'est permis de poser la question tout à l'heure. On a eu Sylvain Barrier dans le paddock qui roule aussi en Ducati. On s'est permis de lui poser la question. Qu'est-ce que tu penses de Scott Redding qui arrive en World Superbike l'année prochaine? Et clairement, il pense que, a priori, il n'y a pas trop de problème. Il s'est vite adapté à la Ducati V4R et qu'il la connaît maintenant. Et la plupart des circuits du World, il les connaît. Il va faire comme à Bautista cette année. Ouais, il va découvrir 2-3 pistes. Je pense Manicourt sûrement. Portimao. La piste en Argentine aussi, j'ai perdu le nom. Je San suis Juan. pas sûr qu'il ait roulé à Laguna Seca en MotoGP. Non, il est trop jeune. Peut-être. Non, puisque parce que c'est en 2000. Non, c'est sûr. C'est sûr, il n'y a pas roulé. Non. Parce qu'avant, il était en Moto 2 et les Moto 2, il n'y allait pas non plus. Ouais, donc je pense qu'il va, puis il va Portimao, découvrir un quoi. petit peu. Ouais, Portimao aussi. Mais voilà. Voilà. Petite année de découverte de. Ouais, puis on verra. En tout cas, on va encore avoir un anglais en World Superbike. Ça fait, commence à faire beaucoup. Mais Autant il y a beaucoup d'Espagnols en MotoGP. le Superbike, c'est les British. Voilà. On a fait le tour. Ouais, on va conclure. On va conclure. On conclut sur quoi du coup? Prochain round en Thaïlande. Ouais. Pour la tournée d'outre-mer. Ouais, début de la tournée. Puis le titre de Marquez. Alors du coup, qui va se réveiller? Puisque Probablement. là, on parle beaucoup de... Là, pareil, sur les réseaux sociaux, il y a plein de... Oh là là, je me fais chier, je mettrai pas le réveil. Donc qui va mettre le réveil? Si c'est que pour MotoGP, je crois qu'elle est à 9h, heure française. Donc bon, ça Thaïlande, va. ça Ça va. laisse le temps de se lever, de faire le petit-déj et tranquille. Après, pour Moto 3, Moto 2, je crois que c'est 6h Moto 3 et 7h20 Moto 2. Ouais. Donc là, oui, pour un dimanche, faut être... Moi, je Faut vais être le motivé. mettre mon réveil parce que au moins, je suis sûr que je peux regarder les courses sans faire chier madame ou machin. Voilà, je mets mon réveil, je me lève, je prends mon petit café, je regarde les courses. Super. Ah oui, bah oui. Je suis pas en train de lui dire non, mais là, de 11h à 16h, Je vois pas. je fais rien. Bon, sur ce, merci beaucoup Sissi. Merci de m'avoir passer. accepté aujourd'hui, ça fait très plaisir. C'est super. Écoute, Voilà. merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Ah bah, à ciao, ciao. bientôt, oui, quand tu veux.